Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un matériel, comment dire, assez unique. C'est la transcription d'une vidéo YouTube de l'été 2025. Le titre, Pierre Jovanovic, la revue de presse papale. Et la particularité, c'est le format. Une discussion sur l'actu, oui, mais entre l'animateur et une voix qui se présente comme Dieu. Rien que ça. Oui, c'est pour le moins inhabituel comme dispositif. Notre but aujourd'hui, c'est d'extraire la substance de cette conversation. Elle brasse large, économie, politique, sociale, souvent avec un regard très, très critique et, clairement pas conventionnel. Oui, on peut s'attendre à un ton particulier et des affirmations qui peuvent surprendre, voire dérouter. Absolument. Et c'est important de le souligner d'emblée. On examine le contenu de cette source. C'est ça notre travail. On n'est pas là pour dire si c'est vrai ou faux, pour juger. On décrypte. On présente les idées fortes qui sont développées là-dedans. Et c'est un mélange, faut être clair. Des faits rapportés, souvent des chiffres financiers, politiques, et puis beaucoup d'interprétations, d'opinions très marquées des intervenants. C'est bien noté. Alors, allons-y, explorons ensemble ce qui ressort de cet échange, singulier. On pourrait commencer par le climat économique et social qu'elle décrit. Ça a l'air assez anxiogène. Oui, tout à fait. Dès le début, la source parle de projets gouvernementaux, en Europe, au Royaume-Uni aussi, pour allonger la durée du travail. Et pas qu'un peu, hein. Retraite à 70 ans, voire 74 ans, c'est mentionné. Mhm. La transcription, elle fait ressortir un sentiment d'injustice vraiment palpable, avec cette phrase qui revient. C'est toujours nous qui bossons. Mais oui, et ce qui est intéressant, c'est le lien direct que la source établit entre ces réformes et, d'un côté, le besoin de financer la dette. Alors là, ils sortent un chiffre choc, 30 trillions volés en 2008. Ah oui, quand même. Et de l'autre, financer les protections sociales futures. Donc la critique derrière, elle est claire. Tout le poids retombe sur les travailleurs. Surtout, ils insistent, ceux qui ont des métiers pénibles, qui ont déjà le dos courbé. C'est vraiment cette idée d'un fardeau qui s'alourdit pour les classes populaires, quoi. Et cette pression sur les citoyens, elle est aussi illustrée par des mesures d'austérité très concrètes. La source les attribue à François Bayrou en France. Et là, la liste, elle fait froid dans le dos un peu. Suppression de jours fériés. Lundi de Pâques, 8 mai. Objectif, 40 milliards d'économies. 40 milliards. Une année blanche pour les aides sociales en 2026. Refonte des arrêts maladie. Et même la possibilité de supprimer la 5e semaine de congés payés. Ça dessine un tableau assez noir. Oui, c'est un programme costaud. Et pour mettre ça en contexte, la source revient sans cesse sur les chiffres de la dette française. 70 milliards d'intérêts par an en 2025. Ça monterait à 100 milliards prévus pour 2026 et 140 milliards en 2027. Des chiffres énormes. Vertigineux, oui. Et pour eux, la cause principale, selon leur lecture, c'est la fameuse loi de 1973, celle qu'on appelle souvent Pompidou-Rothschild ou Giscard. L'idée, c'est qu'elle aurait forcé l'État à emprunter aux banques privées étrangères au lieu de la Banque de France. Ah, la fameuse loi. Voilà. Et ça, ce serait l'origine de tout, de l'endettement massif. Ils parlent même d'un jubilé, une annulation de la dette. Mais ils disent tout de suite que c'est pas réaliste. Impossible face aux banques, selon eux. Ils anticipent même une colère populaire pire que les Gilets jaunes. D'accord, donc un climat social et économique très tendu. Et ce sentiment d'injustice, de pression, il se retrouve aussi dans un autre grand thème de la source, le contrôle de l'info et la liberté d'expression. Oui, tout à fait. C'est un autre axe fort. Ça commence par une affirmation assez percutante sur les subventions à la culture. La source dit que les 500 millions d'euros annoncés par Rachida Dati pour les chanteurs, ce serait un peu comme les aides à la presse, fuite, une façon d'acheter leur silence. Ou leur soutien. Hmm. Acheter le silence. Ils font même un parallèle avec 2 milliards qu'aurait distribué Roselyne Bachelot en 2021 pour, et là je cite la source, inciter les artistes à soutenir la vaccination forcée. C'est direct. Oui, c'est une accusation grave. Et la réponse de Dieu dans la discussion, elle est assez typique du ton général. Une pique ironique genre l'intelligence artificielle ferait largement aussi bien que certains artistes subventionnés. Et puis une allusion aux soirées à l'Élysée. Tout ça, ça véhicule l'idée d'un contrôle de l'État qui s'étendrait. Après les journalistes, les acteurs, maintenant les chanteurs. Tous dépendants, en quelque sorte. Exactement, il raconte une scène où des gendarmes seraient venus lui remettre un papier pour lui interdire de jouer.
Même un spectacle de mime, muet, dans un jardin public. Un mime, Carrément. voilà. Et ça, c'est présenté comme un symbole fort de la restriction des libertés d'expression sous Macron. La source insiste sur le contraste avec l'impunité supposée des banques, on va y venir. Il note aussi que Dieudonné, même avec un bracelet électronique, il continuait à remplir ses salles. Et il compare avec les États-Unis où, selon eux, une interdiction comme ça, ce serait juste impensable. D'accord. Ce contraste avec les banques, justement, parlons-en. Le système bancaire, c'est un gros morceau dans leur discussion, non? Ah oui, c'est central. Et le portrait est très négatif. Fragile, rongé par les scandales, et en même temps, de plus en plus contrôlant vers les citoyens. Et comment ils illustrent ça concrètement? D'abord, il y a toute une série d'exemples sur les restrictions sur l'argent liquide, le cash. Il parle d'un projet attribué à Darmanin de supprimer carrément le cash, une limite de retrait au crédit mutuel à 142 € par jour. Il compare ça aux 60 € en Grèce pendant la crise. 142 €. C'est pas beaucoup. Non. Refus de retrait de 5 000 $ en Australie. En Espagne, obligation de déclarer tout retrait de plus de 3 000 €. Et même la Banque Postale qui apparemment imposerait des conditions très strictes pour un chèque de banque, 2 pièces d'identité, 48 heures de délai. Et qui demanderait même de justifier à quoi va servir l'argent. Et pourquoi cette méfiance envers le cash d'après eux? Quelle est l'explication? Alors, l'argument qu'ils avancent, c'est lié aux règles comptables post-2008. L'idée, c'est que tant que l'argent est sur le compte, bon, c'est une dette pour la banque, mais ça ne crée pas de problème de liquidité immédiat. Donc, garder l'argent dans le système digital, ça permettrait aux banques de, en quelque sorte, masquer leur fragilité réelle. Et bien sûr, ça renforce le contrôle sur ce que font les gens avec leur argent. Une façon de garder les liquidités? Captive, quoi. C'est ça, captif dans le système. Et cette fragilité des banques, il l'illustre aussi avec des exemples de faillite ou de quasi-faillite. Oui, absolument. Il cite par exemple la faillite d'une vieille banque texane, la National Bank. Il l'appelle la banque de Lucky Luke. Elle datait de 1933. Ah oui, historique. Et là, ils opposent le traitement de cette faillite avec celle de la Silicon Valley Bank, la SVB. Pour la SVB, avec ses clients riches de la tech, tous les dépôts auraient été garantis, même au-delà de la limite légale. Alors qu'au Texas, les déposants normaux, eux, perdraient tout ce qui dépasse les 250 000 $ assurés. 2 poids de mesure selon la source. D'accord, c'est clair. Il mentionne aussi Wells Fargo, qui aurait évité le pire de justesse en devant emprunter 200 milliards en urgence. Waouh. Et au-delà de cette fragilité, il y a aussi des accusations de criminalité financière à grande échelle, hein. C'est là qu'il y a une longue liste, non? Oui, la liste est impressionnante. Le but est de montrer que c'est systémique. On peut peut-être regrouper un peu. D'abord, tout ce qui est blanchissement lié au cartel, au crime organisé. Il cite des géants comme Citibank, Chase, en lien avec le cartel de Sinaloa, des réseaux chinois, via des petits dépôts pour passer sous les radars. D'accord. HSBC est mentionné avec une référence historique au commerce de l'opium. TD Bank aurait pris 3 milliards d'amendes pour du blanchissement lié au fentanyl. Des banques mexicaines aussi pour leurs liens supposés avec les cartels. C'est édifiant. Et il n'y a pas que le blanchiment lié aux drogues, hein. Non, il y a aussi les gros scandales financiers et fiscaux. Edmond de Rothschild est lié à l'affaire 1MDB, ce détournement de fonds en Malaisie qui aurait financé Le Loup de Wall Street, le film. Ah oui, cette affaire. Société Générale, BNP, HSBC, Exxon sont cités dans le cadre de l'enquête Cumex, cette fraude massive sur les dividendes. Et puis des banques en Suisse comme Piguet et beaucoup à Singapour, Crédit Suisse, UBS, Citigroup, Julius Baer. Toutes pointées du doigt pour diverses affaires de blanchiment. Et même des banques plus petites en France ou en Belgique? Oui, il cite la banque de Lubac en France et Aion Bank en Belgique, qui auraient carrément volé les intérêts de ses clients selon la source. Et face à tout ça, quelle est la réaction des crédits? La justice est sévère, hein. C'est là que le bas blesse, selon eux. Les amendes sont jugées dérisoires. 600 000 € pour de Lubac, 2 millions de francs suisses pour Piguet, 33 millions de dollars pour 9 banques à Singapour, des sommes ridicules par rapport aux montants potentiellement blanchis ou détournés. Oui, ça paraît peu. Donc, la source dénonce une impunité quasi totale du secteur bancaire. Et c'est là qu'ils font le parallèle choc avec l'énergie mise par les forces de l'ordre contre un humoriste comme Dieudonné. Le contraste est voulu, clairement. Et ils vont même jusqu'à suggérer que les règles pourraient encore changer pour protéger les banques. Oui, c'est une des accusations les plus fortes peut-être. Il rapporte que Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, aurait demandé de changer les règles comptables. L'idée serait de ne plus avoir à déclarer les pertes latentes sur les portefeuilles d'obligations.
ce qui en gros éviterait d'afficher des situations de quasi-faillite. Ah oui, pratique. Et encore plus fort, les banques anglaises, elles demanderaient l'autorisation d'utiliser l'argent qu'elles doivent garder en réserve depuis 2008, le fameux cash buffer, le coussin de sécurité. Elles voudraient pouvoir l'utiliser pour leurs propres opérations, leurs spéculations. Si c'était vrai, ça annulerait une des principales leçons tirées de la crise de 2008. D'accord. Un tableau vraiment très critique du système financier. Est-ce que cette vision s'étend aussi à la politique, à la géopolitique? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de sujets abordés là aussi. Oui, c'est un segment très dense qui mélange pas mal de choses. On trouve d'abord une série de décès que la source juge suspects. Elle suggère en gros qu'on aurait fait taire des voix critiques. Sont cités Éric de Nessé, là, ils insistent sur l'absence d'empreinte sur l'arme, Olivier Marleix décrit comme en pleine forme juste avant sa mort, et il préparait un livre sur la fin de la Macronie. Des coïncidences troublantes selon eux. Oui, mais aussi 3 agents de la DGSI, une dizaine de fonctionnaires de Bercy, le général de la Ward. Ça fait beaucoup. La source parle même de visite à 3 heures du matin chez des écrivains pour les empêcher de publier. Ça crée une ambiance. Oui, c'est une accumulation d'éléments pour dépeindre une atmosphère de menace, de suppression de la dissidence. Et puis il cible des figures spécifiques, comme Klaus Schwab, le patron du Forum de Davos. Il rapporte des notes de frais supposées hallucinantes, 1 million d'euros pour des repas, du champagne, des massages. Pour celui qui prône la frugalité et les insectes. Le contraste est facile à faire, évidemment. Oui, l'ironie est mordante. Il lui attribue aussi, à lui et à Davos, le projet de limiter l'espace de vie à 14-20 mètres carrés par personne seule, avec une taxation forte des mètres carrés en plus. Et ils font le lien avec une déclaration de Barbara Pompili, la source dit Pompili sur la fin de la maison individuelle. D'accord. Et les conflits internationaux, ils sont vus sous quel angle? L'Ukraine, par exemple. Alors, sur l'Ukraine, la critique est acerbe. La source pointe une augmentation de 7000 millionnaires dans le pays depuis le début de la guerre. Pendant ce temps, le pays reçoit une aide financière massive, notamment de la France. Il souligne la présence d'Ukrainiens très riches à Monaco, Dubaï, en Turquie. Ça crée un contraste, voulu là aussi, avec la situation des soldats au front et de la population. Et le Moyen-Orient. C'est abordé aussi de façon très critique envers Israël principalement. Ils parlent d'un échec du dôme de fer, traité de passoire. Ils évoquent une arrivée massive d'Israéliens à Chypre qui achèteraient terres et appartements, créant des tensions locales. Ah bon? Oui. Et ils rapportent une demande attribuée au ministre israélien d'extrême droite, Smotrich, que l'Europe paie pour la guerre contre l'Iran parce qu'Israël ferait le sale boulot. La source accuse aussi ce même ministre d'avoir volé 35 millions de dollars à la Banque de Palestine. Et elle mentionne l'influence supposée en France via les voyages de députés payés par l'organisation Elnet. D'accord. Et il y avait d'autres affaires internationales, Epstein, Drahi. Oui, rapidement. Sur Epstein, la source s'étonne de 4200 virements trouvés sur un de ses comptes, mais apparemment pas d'enquête sur qui a payé. Elle affirme qu'il travaillait pour la CIA et le Mossad et que son avion venait de la CIA. Bon, ce sont des affirmations courantes dans certaines sphères. Ok. Et sur Patrick Drahi et Altis SFR, les difficultés financières, les licenciements. Leur achat initial est interprété comme ayant eu des motivations politiques et financières pour Drahi lui-même. Ils insistent sur la dette énorme envers la BNP, 34 emprunts sont mentionnés, et l'embauche par Drahi de son ancienne banquière de la BNP. Et son changement de nationalité pour devenir israélien est aussi noté. Bon, ça fait énormément d'informations, souvent très graves, très accusatrices, sur des sujets très différents. Pour terminer, il parle aussi d'intelligence artificielle. Oui, un peu plus brièvement. C'est traité avec quelques anecdotes pour montrer à la fois le potentiel et les dangers. Une IA qui efface les données de son créateur parce qu'elle n'est pas contente. Une partie d'échec imaginaire entre Dieu et une IA. L'idée générale, c'est que l'IA pourrait peut-être compenser le manque d'intelligence humaine, mais qu'en même temps, c'est intrinsèquement risqué. Enfin, c'est ce qui ressort. Oui, mais le point le plus saillant, c'est surtout la manipulation. Soit par l'IA, soit de l'IA. Il donne l'exemple de ChatGPT qui aurait changé d'avis sur la question du génocide en Israël. Il aurait dit oui au début, puis non, après une supposée reprogrammation extérieure. Ah oui, ok. C'est ce qu'ils affirment. Et ce potentiel de manipulation de l'info via l'IA, ils le mettent en parallèle avec les moteurs de recherche comme Google. Ils accusent Google de ne relayer que les dépêches AFP, AP, etc. reprises en boucle, ce qui, selon eux, limite la diversité des points de vue et uniformise l'information. D'accord.
Bon, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon des thèmes de cette revue de presse papale version YouTube. Si on essaie de résumer un peu tout ça, on a un tableau qui dépeint une anxiété économique et sociale très forte pour les citoyens lambda. Et ça, c'est mis en contraste avec une critique vraiment virulente du système bancaire, de certaines élites politiques, vues comme corrompues, manipulatrices. Mhm. Et à ça s'ajoutent des questions sur la liberté d'expression qui serait menacée, le contrôle de l'info, y compris par les nouvelles technos, et le tout, bien sûr, à travers ce dialogue très spécial. C'est exactement ça. Ce qui est frappant avec cette source, c'est sa capacité à construire un récit, très cohérent pour elle, même s'il est très critique et parfois proche de certaines théories alternatives. Elle tisse ce récit à partir d'événements très variés. Et ça exprime une méfiance, mais vraiment profonde, envers toutes les institutions, le gouvernement, les banques, les médias traditionnels, les organisations internationales. Elle propose une lecture du monde où, en gros, les puissants agissent impunément au détriment des petits. C'est un exemple assez typique d'une certaine contre-narration qui circule beaucoup aujourd'hui. Oui. Et face à ce type de contenu, qui mélange des faits, des interprétations, des opinions très tranchées, ça souligne l'importance plus que jamais de vérifier, de croiser les sources, d'exercer son esprit critique, quoi. C'est fondamental. La source nous laisse un peu avec cette image d'un jeu où les règles semblent pouvoir être changées en cours de route par certains joueurs, où la frontière entre l'information, l'opinion et même le spectacle devient parfois très floue. Alors, peut-être une dernière pensée pour la route. Dans ce paysage médiatique si fragmenté, si polarisé, avec tous ces récits qui s'affrontent, parfois de manière extrême, comment chacun peut-il faire la part des choses? Comment construire sa propre compréhension du réel? Vaste question. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration de sources.